Je suis l'ancien chargé de mission en lutte contre les conflits d'intérêts notamment, et ancien porte-parole. Et donc, premièrement, le Forum Indep qui était censé être là ce matin nous a chargé de vous transmettre leurs plus plates excuses, parce que pour des raisons indépendantes de leur volonté, pour ne pas citer le Covid, ils n'ont malheureusement pas pu être là ce matin et ils s'en excusent et nous chargent de dire qu'ils auraient vraiment aimé vous voir. Donc voilà, désolé pour la tromperie sur la marchandise, mais du coup ça sera nous ce matin. On va essayer de parler à peu près des mêmes choses que ce qu'ils avaient prévu un lien d'intérêt. Tout le monde en a, c'est nécessaire dans la société, tout le monde en a, donc avec les parents, l'employeur par exemple, quelqu'un qui vous paye, c'est un lien d'intérêt. Est-ce que c'est un conflit? Pas forcément. Un conflit d'intérêt, c'est quand un lien d'intérêt devient problématique. C'est défini juridiquement depuis 2013 comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer l'exercice indépendant, objectif et impartial d'une fonction. Peut-être simplement d'intérêt dans certaines situations et devenir conflictuel dans d'autres. Par exemple, un garagiste qui a des actions chez un laboratoire, c'est un lien d'intérêt. En revanche, s'il a des actions chez un assureur carrossier, là, ça s'appelle un conflit d'intérêt. Un médecin qui a des actions chez un garagiste, on s'en fout, c'est un lien d'intérêt. En revanche, s'il a des actions chez un laboratoire, ça devient un conflit d'intérêt. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux techniques de marketing. Les techniques de marketing, donc là, on va plus cibler côté santé. Vous les connaissez pour la plupart, mais on va essayer de voir un petit peu en détail pour essayer de les comprendre, parce que c'est plus facile après, une fois qu'on les a compris, de pouvoir y répondre, et ça sera la partie suivante. Donc j'ai fait un petit choix, je n'ai pas pu tous les mettre, mais il y en a plusieurs et vous en connaissez beaucoup. On va tous s'arrêter point par point sur ces différentes techniques pour ensuite en discuter. Donc d'abord les cadeaux et les repas. Ça vous connaissez je pense tous, quelqu'un ne connaît pas, n'a jamais été dans une situation chez un médecin ou en stage où il y a eu un cadeau. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc le repas, c'est pas forcément le but, c'est pas de nourrir l'interlocuteur, ça on s'en rend compte. C'est pas avec un croissant le matin qu'un médecin va voir son budget impacté de manière substantielle. Donc le but, c'est vraiment de créer une ambiance favorable. Les gens qui vont vous proposer un petit déjeuner vont pas forcément même citer leurs médicaments de manière appuyée. Ils vont juste vous proposer le repas. Ils vont parler de vous, de la vie, de la famille, etc. Et ensuite, ils vont créer un climat de confiance dans le but ensuite d'avoir votre intention et surtout donc d'avoir votre confiance, parce que les gens sympas vous paraîtront toujours plus fiables. Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans tous les domaines, et ils le connaissent très bien parce qu'ils sont formés à ça, et formés notamment à plaire, c'est-à-dire ils vont savoir, dans leur formation, on va leur dire comment s'habiller, comment faire attention à vous, pour qu'ils connaissent vos centres d'intérêt pour pouvoir adapter ensuite les cadeaux, etc. Et donc vous allez avoir face à vous un interlocuteur qui ne sera pas un interlocuteur que vous allez considérer comme un formateur, mais que vous allez commencer à considérer comme quelqu'un de connaissance, peut-être dans certains cas des amis. Enfin là, on parle de relations à très long terme, mais parfois c'est ça. Le but pour eux, c'est de créer un lien de réciprocité, parce qu'on a tous une tendance à avoir un sentiment inconscient de réciprocité vis-à-vis d'un interlocuteur qui nous donne quelque chose, surtout quand c'est un repas. Ça, c'est sociologiquement bien défini. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez envie de lui rendre ce quelque chose d'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou pas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être sympa avec ses patients. Ensuite, il y a une réciprocité, ils vous écoutent plus. Ouais, si tu veux. Et alors, il faut faire attention aussi au fait que plus le cadeau est petit, et plus il est dangereux d'une certaine manière, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'il a. Si un visiteur vient vous proposer un voyage à Ibiza, vous allez dire bon, c'est peut-être un peu gros quand même, là je vais faire attention. Si vous propose un croissant, comme je vous ai dit, un croissant, c'est pas ça qui va vous embêter, enfin qui va vous modifier vos comptes de manière substantielle. Donc bon, pourquoi pas, c'est pas vraiment grave, c'est un croissant, c'est tous les jeudis matins, mais au final il est sympa. Et c'est là, c'est un engrenage qui commence. Ensuite, on va parler des leaders d'opinion. Ceux-là, vous les connaissez aussi, mais vous les identifiez peut-être pas toujours, parce que les leaders d'opinion, donc ils peuvent être d'envergure internationale, pourquoi pas, mais c'est assez rare, d'envergure nationale, mais aussi surtout à l'échelle locale, c'est-à-dire que ça peut être le chef de service, pas forcément professeur, mais un chef de service
de votre hôpital de proximité, qui va avoir une stature, une ancienneté, des connaissances particulières qui vont lui permettre de rayonner sur tous les petits généralistes de la région qui vont le considérer comme le grand ponte des statines, et donc pouvoir aller une fois par an à un repas qui ne sera pas un repas présenté. Bon, il est financé par le labo, mais il n'est pas présenté par le labo, donc ça ne compte pas vraiment. Et au final, voilà, vous voyez bien les liens d'intérêt qu'il peut y avoir, parce que même si ça se trouve, ce docteur ne sera pas lui-même, enfin, il ne sera pas conscient qu'il a des conflits d'intérêt avec une entreprise, parce que finalement, bon, on lui commande des études 1 ou 2 fois par an, mais bon, finalement, c'est que 1 000, 2 000 euros par an, enfin, sur son salaire à lui, c'est pas ça qui va impacter non plus son train de vie, mais au final, ça fait que, sur 10 ans, ça fait 20 000, bon. Et au final, on se retrouve avec des conflits d'intérêts comme ça imperceptibles, ni du leader d'opinion, ni des médecins qui sont influencés. Il y a aussi la publicité dans les journaux spécialisés. Là, on va parler plus des journaux, bien sûr, avec thématique santé, mais c'est valable dans toute la presse. C'est-à-dire que le message de la publicité, il est plus ou moins subliminal pour le lecteur, mais il est encore moins pour le rédacteur. C'est-à-dire que la publicité, ça crée un lien, il y a la publicité directe, c'est-à-dire que le médecin qui va recevoir la publicité, il va être influencé, un petit peu, mais à la marge. Mais par contre, le rédacteur qui sait que son journal est subventionné par celui qui a donné la publicité, il va avoir un peu plus de mal à critiquer. Et ça, c'est valable, comme je vous disais, dans toute la presse. C'est pas une règle. Il y a toujours des gens dans tous les journaux, des journalistes, qui vont critiquer des patrons de boîtes dont les publicités subventionnent leur journal. Mais ça va leur demander un effort particulier, parfois même un courage particulier. Et donc ça va freiner la publication d'une information totalement objective. Et donc là, oui, voilà, comme je vous disais, c'est valable pour toute la presse non indépendante. Il y a les campagnes de communication. Donc en médecine générale, ce qu'on connaît le plus, bien sûr, c'est la visite médicale. Il y en a qui n'ont jamais vu de visiteurs médicaux ici ou pas, parce que normalement on n'est pas censé les voir quand on est étudiant. Voilà. Donc la visite n'est pas une formation. C'est bien une promotion de quelque chose. Ça, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensibilisé, je pense que vous vous en rendez déjà compte. Mais quand on regarde dans le détail, par exemple, il y en a qui nous disent, oui, quand on reçoit tous les labos, finalement, on n'a plus de conflit d'intérêt, parce que on les voit tous. Mais finalement, dans tous ceux qu'on a vus, aucun n'ont parlé des règles hygiéno-diététiques qu'on met d'abord, par exemple. Donc là, rien que ça, c'est une influence particulière qui va biaiser l'approche que l'on aura de la pathologie ou du médicament qui nous est présenté. Et puis la publicité des médicaments disponibles uniquement sur ordonnance vers le public, normalement, elle est interdite en France. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi je dis normalement, qui ont des petites idées, sans vouloir détailler, mais il n'y en a aucun qui a entendu parler des campagnes de sensibilisation ? Je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. Cette campagne de sensibilisation qu'on a pu voir donc affichée, je crois qu'elle était dans le métro, dans des transports publics, etc. C'est donc une campagne qui décrit quelque chose d'assez dramatique. On voit bien la mise en situation, qui parle de l'éjaculation précoce. Donc c'est une campagne qui est apparemment subventionnée par un fonds particulier. On voit quand même un petit logo des laboratoires, mais a priori c'est pas vraiment grave, c'est pas de la publicité, puisque c'est un laboratoire qui va faire cette campagne, mais ils ne parlent pas de médicaments. Ils veulent juste sensibiliser à un problème de santé publique qui est l'éjaculation précoce. Et donc là on voit bien, ils décrivent clairement, il y a une allumette qui a l'air vraiment déçue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est problématique, ça devient médical, donc il faut en parler à son médecin. Vers un site d'ailleurs qui est très bien conçu, et qui est conçu pour ça, garderlecontrôle.fr. Et donc les patients qui se sentiront donc malades, parce que en plus le partenaire n'a pas l'air franchement satisfait, on va bien. Donc ils vont d'abord aller sur le site, puis en parler au médecin. Le médecin, en parallèle, recevait bien sûr les représentants du laboratoire qui avaient justement, hasard, coïncidence, probablement, sorti un traitement contre l'éjaculation précoce. La publicité est interdite. Ça, non.
Il y a aussi d'autres campagnes de communication. Alors celles-là, vous les connaissez, les plaquettes que vous recevez des visiteurs médicaux, que vous retrouvez sur les bureaux de vos prates, particulièrement ceux qui en reçoivent beaucoup. Vous savez, les belles plaquettes avec enfin, bien plastifiées. Puis derrière, il y a un accordéon avec la liste qu'il faut lire avant de prescrire et qui va être jetée parce que c'est lourd, et du coup la tablette ne tient pas sur le bureau, et puis pas lu parce que c'est long, et puis parce que vous n'avez pas le temps. Il y en a comme ça qui lisent les accordéons ou pas? Ou qui en jouent? Voilà. Non. Ce qu'il fallait démontrer. Donc là, désolé pour la qualité de l'image, mais au recto, vous avez la belle plaquette dont je parlais, c'est la Linorial, donc la bilastine 20 mg, avec marqué, donc en très petit déjà, très rarement quelques personnes ont ressenti de la somnolence. Et dans l'accordéon derrière, il y avait les effets indésirables qui décrivaient qu'au cours des études cliniques de phase 2 et 3, les effets indésirables les plus fréquents ont été de points maux de tête, somnolence. Voilà. Il y a un petit décalage entre ce qu'on nous montre et ce qu'on veut nous faire retenir de l'information et l'information qu'on nous donne, parce qu'on est légalement obligé de la donner, mais qui finalement voilà, est exhaustive, mais qu'on va jeter à la poubelle, donc qui ne sert à rien. Il y a aussi une autre technique de marketing, alors celle-là, je ne sais pas si vous l'avez identifiée. Est-ce que certains ont remarqué que dans les hôpitaux, il n'y a souvent qu'un seul médicament d'une classe thérapeutique qu'on peut prescrire? Par exemple, quel médicament qui vous vient à l'esprit? Les IPP, c'est quoi qu'on peut... L'anzoprazole chez toi? D'accord. Il y en a d'autres? Les diurétiques, ouais. D'accord. Effectivement, les IPP, ça m'avait choqué. Chez moi, c'est pas le lanzo, c'est l'ésoméprazole, mais ça revient un petit peu au même. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est un truc que j'avais cité. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les médicaments, par exemple, l'anzoprazole, ésoméprazole, ils vont être plus chers parce que c'est des MeToo. Mais à l'hôpital, les hôpitaux vont réussir à négocier, enfin, ils ne négocient pas vraiment, mais en fait, le fournisseur va leur fournir les médicaments à moins cher que la molécule Princeps. Par exemple, dans certains hôpitaux, le lanzoprazole sera le moins cher, donc l'hôpital va prendre celui-là, parce que forcément, l'hôpital n'a pas envie de payer le Princeps si le Princeps est devenu plus cher. Donc, dans le logiciel, on ne peut mettre que celui-là sur l'ordonnance. Logique, puisqu'il n'y a que celui-là dans l'hôpital. Donc, le patient, il sort avec l'ordonnance du lanzoprazole. Et il ressort d'hospitalisation de 15 jours avec une ordonnance à 12 entrées. Et la plupart des médecins généralistes, vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que quand il y a de V12 entrées et que les patients sont déjà habitués à un médicament, ça ne sert à rien d'expliquer à Madame Dupont de 70 ans que le lanzoprazole c'est pareil que l'oméprazole. Déjà qu'elle n'aime pas les génériques, si en plus on lui met un médicament différent. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va se retrouver avec en ville des ordonnances qui seront beaucoup plus chères artificiellement, alors que ce n'est pas initialement ce qu'aurait prescrit le médecin généraliste. Voilà. Et ça, je pense que maintenant que vous connaissez, je pense que vous allez tous retrouver des petits exemples comme ça de molécules qui sont bridées dans les hôpitaux et qui après se retrouvent dans les ordonnances de ville. Ensuite, il y a la formation continue, ça je ne vais pas m'appesantir dessus, vous connaissez le principe, les congrès qui sont artificiellement très chers, donc qui sont payés par certains labos qui vont vous dire voilà, je vous fais le cadeau de l'inscription du congrès, et puis d'ailleurs je vous paye aussi le transport, le logement, et donc vous allez aller au congrès qui était normalement très cher gratuitement, pareil avec des guillemets cette fois encore, et pour en plus recevoir des informations qui seront des informations de personnes dont vous ne connaîtrez pas forcément les liens / conflits d'intérêts, et donc la boucle est bouclée là encore. Pareil, je pense que vous connaissez des exemples tous de congrès qui sont très chers et on ne vous a peut-être pas proposé à vous, ça concerne beaucoup les autres spécialités, surtout pendant l'internat, et ça peut être très difficile de les refuser parce que, notamment dans d'autres spécialités, quand un congrès est très cher mais qu'on a une obligation de formation et que tous les chefs considèrent qu'il faut y aller, si en plus on nous propose d'y aller gratuitement, allez, pourquoi pas. Les recommandations officielles, pourquoi c'est un problème ? Pourquoi ça peut être un problème, les recommandations officielles? Parce qu'en fait, une recommandation officielle, c'est finalement un protocole qui va être établi par des personnes sur une situation donnée pour ensuite être appliqué ou ensuite servir de référence pour des dizaines de milliers de médecins généralistes ou autres. On comprend assez facilement que si je veux influencer des dizaines de milliers de personnes, c'est quand même plus simple d'influencer la douzaine de personnes qui va prescrire des recommandations pour l'ensemble
de ces généralistes, plutôt que d'aller cibler un par un les dizaines de milliers de généralistes français pour qu'ils prescrivent le lansoprazole au lieu de l'oméprazole. Donc, d'ailleurs, il y a eu une thèse en 2011 qui a montré que les principaux conflits d'intérêts n'avaient pas été déclarés dans les prescriptions du diabète, vous en avez peut-être entendu parler, ce qui avait rendu caduque à un moment des guidelines de la HAS. Il y avait une situation dans laquelle on se retrouvait où il n'y avait plus de... Enfin bon, ça avait été le bazar pendant un petit moment. Là, maintenant, il y a une transparence qui commence à être mise en place, hein, on en entend parler de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit d'intérêts non plus, mais au moins on commence à pouvoir voir, si ce n'est dans la totalité, au moins une partie des conflits d'intérêts des gens qui établissent les protocoles qu'on est ensuite amené à suivre parce qu'on va s'y référer. Mais il faut garder à l'esprit qu'à chaque fois, une recommandation, finalement, ça reste l'avis d'une douzaine de personnes, au final. Je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, attention. Et maintenant, on va passer aux stratégies de réponse. Donc, les stratégies de réponse à tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer, elles sont à deux niveaux. Il y a un niveau global, qui est le niveau là où on fait la loi, par exemple la loi Bertrand de 2011, la loi santé de 2019. Il y a les campagnes de sensibilisation, donc là, petit conflit d'intérêt, parce que celle qui est citée, c'était faite par les SNAR IMG, et en plus, j'étais responsable de la diffusion. Il y a la formation à l'indépendance des professionnels de santé. Il y a des Bordelais dans la salle. C'est dommage. Ah, si. Tu as de la chance parce que chez toi, il y a la FACRIP. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup, tu peux dire ce que c'est ou Très peu. D'accord, t'inquiète pas. La FACRIP, c'est une formation à l'indépendance qui est faite donc, pour les étudiants de Bordeaux. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les responsables qui m'ont gentiment permis de reprendre certains arguments et certaines photos de leur diapo. Et donc, ça permet de former les médecins dès la formation initiale, justement, au regard critique sur les informations qu'ils ont. Et donc il y a aussi le niveau, donc après ce niveau global, formation, loi, etc., sur lequel on ne peut pas tous agir individuellement, il y a le côté personnel. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de détailler tout à l'heure avec les jeux de rôle. Donc je vois que vous êtes tous motivés et que vous avez tous envie de participer. L'idée, c'est de dire, en gros, non merci. Ou juste non. Hein, Quand on est poli, mais parfois c'est vrai que la situation ne s'y prête pas, mais on verra tout à l'heure comment vous vous débrouillez. Quand c'est très difficile, qu'on vous dit de venir manger quelque chose et que vous n'avez pas envie de vous désinsérer socialement d'un groupe de pairs local qui vous dit bah oui, mais là on est un groupe de copains de généralistes, on va tous au resto avec le docteur machin, oui, c'est organisé par un labo. Bah, si vous n'y allez pas, vous risquez de ne pas faire partie du groupe et au fur et à mesure, de mois en mois, d'être assez exclu. Donc il y a la possibilité de payer le resto. Quand on est interne, ce n'est pas forcément facile. Quand on est médecin généraliste, ça devient envisageable. D'amener une lunchbox si c'est un rendez-vous de service, etc. Il y a plein de petites de moyens de court-circuiter un peu tout ça. Et puis on peut se former via des sources indépendantes. Alors là, petit moment Inception, c'est qu'il y a une revue indépendante en France qui est Prescrire. Attention, là aussi, on a des conflits d'intérêts avec les SNAR IMG parce qu'on est partenaire pour certaines campagnes avec eux. Donc, prenez tout ce que je vous dis avec critique. Maintenant que vous connaissez notre conflit d'intérêts, voilà, je vous parle de sources indépendantes. Si ça se trouve, je vais vous dire qu'il n'y en a qu'une seule en France. Il faudra vérifier. Je crois que c'est vrai. Par contre, vous pouvez aussi vous dire, ouais, mais il y en a aussi d'autres qui sont francophones. Parce qu'il y a un groupement de revues et il y en a plusieurs autres que vous pouvez trouver. Si Prescrire, ça ne vous convient pas parce qu'on peut ne pas aimer, il y en a d'autres qui existent. Il existe toujours des moyens de se former de manière indépendante. L'idée là-dedans, ce n'est pas forcément d'aller voir Prescrire, c'est de se former avec des informations auxquelles on va accorder une confiance, déjà c'est important, et surtout qu'on va estimer comme des informations fiables, non biaisées par des intérêts extérieurs qui peuvent être de l'industrie, ou des autorités de santé. Une information qui vient d'une autorité de santé n'est pas indépendante. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle n'est juste pas indépendante. Avant de passer, il y en a qui sont motivés pour les jeux de rôle, pour revenir avec nous un petit peu. Soyez gentils. Ouais, alors, super, attends, super. Donc juste avant ça, merci beaucoup. On va vous passer une petite vidéo avant le jeu de rôle donc on avait réalisé pour une campagne. Je ne pourrais pas l'arrêter, donc faites-y attention, elle est très très courte. Et je vais vous demander, au cours de la vidéo, ce que vous auriez fait. Donc si vous pouvez voter à main levée, on va faire un vote du public. Donc c'est parti. Vous êtes... ouais, il y a une petite musique.
Vous êtes un médecin, on va dire un médecin généraliste, qui est installé. Donc vous avez votre patientèle à vous, vous voyez vos consultations habituelles, et vous recevez un visiteur médical qui va d'abord vous offrir un croissant, vous dire bonjour, vous parler de la vie, et vous parler de la metformine. Et vous dit, c'est le premier médicament à utiliser en cas de diabète, ce qui est vrai, et surtout, même prescrire est d'accord. Ce qui est rare d'être d'accord avec les visiteurs médicaux, donc il le dit. Ensuite, vous recevez une seconde visiteuse médicale qui, elle, va vous parler du glyclaside et d'un super congrès. Vous avez trop envie d'y aller. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'elle va vous donner les billets pour y aller. C'est trop cool quand même. Et ensuite, donc, elle va partir et elle va vous laisser reprendre vos consultations et vous allez recevoir un patient que vous connaissez, Monsieur Dupont, qui a 62 ans, pas d'antécédents. Il a un bilan de routine qui va amener une glycémie à 1,4 g par litre. Et donc, vous allez lui donner une ordonnance. Sur l'ordonnance, en restant le plus franc possible, vous allez lui donner... Qui aurait donné le glyclaside? D'accord. La metformine? Ok. Autre chose? Il y en a qui auraient donné autre chose? D'accord. 2 personnes. Ok. Bravo aux 2 personnes, parce qu'un premier bilan avec 1,4, eh ben, on recontrôle et on donne des mesures hygiéno-diététiques. Pourtant, je vous avais spoilé, hein, je vous avais dit que quand on voit tous les labos, c'est pas un gage d'indépendance. Au contraire, ça peut être un gage de surprescription. Parce que justement, quand vous allez avoir plein de monde qui va venir, aucun va vous dire que quand vous avez un bilan à 1,4, vous devez d'abord commencer par lui dire de faire du sport et de faire attention à son alimentation et de recontrôler après. Donc faites attention à ça. Même en étant sensibilisé à la chose, vous allez toujours vous retrouver dans des situations où les gens vont en profiter pour vous dire « oui, mais regardez, c'est le premier traitement utilisé en cas de diabète, même prescrire est d'accord ». Bah ouais, mais pas dans ce cas-là. Et on avait une volontaire, donc c'est super. Donc déjà, merci beaucoup. Franchement, un vendredi matin post-gala, merci. Donc tu peux venir, on va se mettre dans une situation, si ça te va, où tu es une... On va remettre... Hop. Tu es une interne en stage de médecine polyvalente. Déjà, tu t'appelles comment? Je m'appelle Claire. Claire, enchantée. Donc, je te présente ton chef de service. Bonjour. Voilà, ton chef de service, on va l'appeler... Pierre. Pierre. Voilà, on va l'appeler Pierre, ce sera plus simple. Attends, déjà, donc tu as ton chef de service, et puis voilà, tu es en service de médecine polyvalente, il est midi et demi, tu as terminé la visite tu as presque terminé la visite, et voilà, et ton chef va venir te chercher. C'est ton premier, t'es en premier semestre et c'est ton premier jeudi du mois dans le service de médecine polyvalente. Tu réagis comme tu veux, tu as le droit de garder d'essayer de faire ce que tu veux, en essayant de garder peut-être le contexte et de savoir, voilà, tu es interne en premier semestre, dans un service de médecine et tu es un chef. C'est le cas? Alors là, moi je suis interne en SN1 chez le Prat. Voilà. D'accord, ok. Pour mon 2e semestre du coup. D'accord. Bon ben, je te laisse avec ton chef. Alors, bonjour. Rappelle-moi ton prénom. Claire. D'accord, ça fait longtemps que tu es dans le service? Non, je suis la nouvelle interne, là, je commence le semestre. D'accord. Et tu sais que tous les jeudis, on a le staff avec la formation. Et du coup, on mange avec les autres pour se former. Donc c'est un staff, ok. Ouais. Du coup, on mange. Alors, c'est le labo qui paye. Donc, t'as rien à amener. C'est top. Il y a un repas à tout près? Ouais. Ok. Et gratis. Et gratis. Il arrive et rubis sur l'ongle, tout est là. Donc, du coup, tu finis avec ton patient et tu nous rejoins. Ok. D'accord. D'accord. C'est dans quelle salle? La salle à manger. Bon, ça marche. Ok. Bonjour. Bonjour. Donc, tu t'appelles comment? Claire. Claire, enchanté. Bonjour. Moi, c'est Mathieu. On se connaît avec Pierre. Ça fait un moment que je fais les formations. Moi, je m'occupe un petit peu des formations, en tout cas une fois par mois. Après, il connaît bien. Donc voilà, tiens, on t'a mis un plateau si tu veux. Merci. Vas-y, profite. Du coup, t'es en premier semestre, c'est ça? C'est cool. Oui, je commence là. En médecine générale? Oui, wow. Exactement. T'es de la région? Non, du Nord. Du Nord, d'accord. Bon. C'est bien, c'est bien.
Ça se passe bien ton stage? Tu vas passer un- Bah, devant mon chef, oui, ça se passe très Ouais, voilà. Hein, ouais, forcément. Mais même derrière. Hein, D'accord, ok, bon, bah, c'est cool. C'est bon? bah, c'est parce que je mange d'habitude, Ouais, mais c'est- soit. non, mais- mais D'accord. tu manges quand même, hein, elle l'a apporté. Ok, bon, bah, c'est bien. Bon, c'est pas trop dur l'internat? Bah, c'est le début, C'est le début? j'attends de voir. Bon, c'était tellement plus facile. Première garde la semaine prochaine. D'accord. Mais, Bon. mais maintenant, il travaille presque pas. Enfin, Ah oui, ouais, c'est ça le respect du temps de travail. euh, Ok. Vous voulez mon tableau de service? Je crois que c'est pas encore passé, mais de toute façon, on s'en fout. Hein, les enfants, on s'en bat les. Et du coup, tu as une première garde, c'est ça? Tu as des gardes où? Aux urgences? Ouais. D'accord, urgences. aux urgences. Ok, t'as déjà. Ouais, donc tu avais fait des gardes quand tu étais externe, hein, Ouais. puis tu as passé le CN il n'y a pas longtemps. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu fais quoi toi dans les thromboses veineuses? Vu que tu as passé le CN? Juste pour savoir ce qu'ils vous apprennent à faire maintenant, parce que c'est. Alors, Vous allez savoir j'ai les- t'aidé les profondes. Hein. Profonde. Thrombose veineuse profonde, ouais, comme ça. Juste pour savoir. Habituellement, tu prescris quoi? Tu es un patient de garde, t'es de garde, tu as un patient qui a une thrombose veineuse. Maintenant, tu lui prescris plutôt des nouveaux anticoagulants, non? Je dirais que ça dépend qui est mon chef. Ah ouais? À ce moment-là, Ah oui, non. sur une première Il y a garde. encore des chefs qui mettent des trucs à injecter? Bah, De toute façon, nous c'est Elikis. Hein. Et de Ouais. toute façon, elle va apprendre à mettre de l'Elikis. Ici, il n'y en a que ça. De toute façon, tu es d'accord avec moi? en tout cas, oui, on peut. Oui, oui. Ça, c'est... Ouais, oui, non, mais de bien toute sûr qu'on façon, peut. objectivement, de toute manière, voilà, c'est plus simple. Puis toi, en plus, tu veux faire médecine générale. Donc c'est plus simple pour les patients. T'as pas de piqûre. Non. Déjà, ça fait pas mal. Je crois qu'en plus, il n'y a pas de risque infectieux, du coup, quand tu fais pas de piqûre, c'est ça? Bah, ça, c'est beaucoup mieux toléré par les patients. En T'as plus. pas besoin d'infirmier. Enfin, Ouais. Elikis, c'est super simple. Ouais, bah tu verras, de toute façon, même si t'es pas convaincu, tu verras dans la pratique concrètement prescrire la piqûre, prescrire l'infirmière pour faire la piqûre, enfin tu t'embarques dans des trucs. Voilà, tu verras quand t'es de garde aux urgences, t'as autre chose à faire, mais tu vois, c'est super simple. En plus, maintenant, tu peux les prescrire à peu près à tout le monde, hein, donc il n'y a plus trop à vérifier. Il n'y a pas trop de trucs. Ouais, Ouais. ça doit passer. C'est En ça contre-indication, il n'y a pas de. Si, alors bah, tu peux, tiens, je te passe la brochure si tu veux. Et du coup, voilà, Bah, ça, tu peux la merci. mettre pile poil dans la poche pour la garde de lundi. D'accord. Et non, mais il y a 2-3 trucs à vérifier, enfin certaines insuffisances rénales, mais maintenant même tu peux en mettre dans certains. Pour certains patients, tu verras, mais c'est vraiment les gros patients qui, voilà, c'est pas les patients que tu as toujours avec les thromboses. Ensuite, sinon, ils vont en néphro. Hein. Voilà. Non, mais c'est quand t'as sinon quand ils sont vraiment graves, là ils sont hospitalisés. Après c'est plus toi, peut-être, mais du coup. Voilà, mais t'inquiète pas, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est Non, que toi, dans ta pratique de On est Medg. peut-être un peu excessif, ouais. Ouais, mais toi, dans ta pratique de Medg, concrètement, quand t'as le patient qui vient avec une thrombose, lui faire des piqûres, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Faut pas t'arrêter, hein, tu peux continuer Merci. à manger. Ok. Bon, bah ouais, moi je vais y aller du coup, hein, je vais vous laisser, parce qu'il faut que je passe en cardio. Et Dans les autres services. allez, bon, bah au mois prochain, du coup. Attends, tu n'oublieras pas de signer. Oui, Oui, faut que ouais, je mette pardon. mon nom, je me doute. Voilà, c'est ça. Voilà. Et t'écris Je bien. Je vois lisiblement le nom, du coup, s'il te plaît, parce qu'après on doit le rentrer. C'est ça. Bah, l'adresse mail, c'est pas obligé, je mets juste mon nom. Oh, l'adresse mail, on s'en fiche. Ouais. Non, mais de toute façon, je la connais, je la mettrai. Voilà, merci beaucoup, Claire. Bah, merci. Merci. Bonne journée. Super, franchement, bravo. Ok, je vais rester là. Attends, ton ressenti. Ouais. En fait, on est coincé. Hein. Enfin, moi, le ressenti au départ, c'est de ne pas pouvoir dire non. Et à un moment, d'avoir l'impression de me faire avoir, quoi, quelque part. Ouais. Voilà, et donc d'être déjà à la fin de la conversation en train de me dire comment je vais faire le mois prochain. Ouais. Et de me dire, voilà, je vais avoir des courriers à rédiger ou un truc, c'est possible. Mais je trouve, d'entrée de jeu, sur la première accroche, c'est hyper difficile. C'est difficile de se défiler, quoi. Y a pas... Ça, c'est la technique du pied dans la porte. En fait, quand on arrive, on ne va pas vous laisser refermer la porte facilement. On dit que de toute façon, la porte, elle est ouverte. Il faut venir parce que de toute façon, déjà, c'est bien. Et si vous voulez toujours pas venir, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que là, vous êtes interne. Tu aurais pu essayer de dire non, j'ai pas envie et tout. En pratique, il y en a qui se sont retrouvés dans la situation plus ou moins celle qu'on vient de décrire, en stage, ou une situation qui s'en éloigne un petit peu peut-être. Hein, mais voilà, un bon tiers là qui a levé la main, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, d'accord. Voilà.
Il y a plein de variantes, bien sûr, mais il y a des constantes. Et là, tu as bien décrit le premier pied dans la porte. Il y a autre chose qui t'a, enfin, pendant la discussion, il y a des choses que tu as relevées, qui t'ont gêné, qui t'ont mis mal à l'aise? Déjà que le visiteur médical se présente pas forcément, qu'ils disent pas qu'il est visiteur médical, et que du coup on le comprenne en fait au fur et à mesure. Bon, quand la plaquette arrive, c'est plus que clair, mais jusque là il y a quand même un doute de est-ce que c'est un ami du chef, quel est son rôle dans l'hôpital. Ouais, moi sur mes premiers stages ça a été un truc que j'ai pas compris tout de suite. Ouais, bah oui, parce que forcément, on va d'abord chercher à mettre à l'aise la personne en face de soi et pas provoquer un mécanisme de rejet immédiat. Parce que si je me présente comme visiteur médical, je sais que maintenant en plus il y a une sensibilisation particulière des nouvelles générations. Ça va créer un sentiment de refus, de repli, même si Claire était restée là, elle aurait peut-être été moins sensible à ce que je lui aurais dit. Donc d'abord je voulais créer du lien, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'aurais pu lui demander après si elle aimait le sport, etc. Enfin, bref, on pouvait, lors d'un repas ça se décline de 1000 manières différentes. Donc ouais, il y a... Voilà, et puis après le fait qu'on pose des questions, on a l'impression qu'on est obligé de répondre, ne serait-ce que par politesse, les questions directement adressées. C'est pas comme si j'assistais à une conversation entre deux autres personnes que je peux prendre pour moi ou pas. Là, on m'implique dans le truc et je suis un peu obligée de répondre. Exactement. Tiens, je vais te donner ce micro-là, je vais le mettre là-bas. Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, ont trouvé auraient des remarques à faire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont même mis mal à l'aise? Ouais, vas-y. Tu t'appelles comment? Est-ce que vous pouvez donner votre prénom et votre ville d'origine, s'il vous plaît? Bonjour, du coup je m'appelle Clémence, je suis de la région, je suis d'ici. Moi j'ai été gênée en fait, c'était pas plus tard que la semaine dernière. Je suis actuellement en pédiatrie et en fait il y a un labo qui est venu. Au départ j'ai pas compris que c'était un labo et en fait elle m'a fait après elle m'a sorti la plaquette, elle m'a présenté les différents laits pour les enfants et à la fin elle me dit bon bah du coup j'ai ramené du lait pour le service, du lait qui arrive à péremption. Et en fait, j'étais obligée de signer pour avoir le lait. Ma chef était à côté et elle n'a pas dit non, quoi. Et j'étais bloquée. Elle me dit, bah non, bah du coup, vous mettez sur le papier que vous en aurez 3 chacun. Et en fait, moi, le lait, je vais pas m'en servir. Enfin, je me suis dit, bon bah. Et j'étais pas à l'aise parce que je me suis dit, du coup, il y a un conflit d'intérêts, comment ça se passe? Enfin, j'étais obligée de remplir mon nom, mon prénom. Elle me dit de mettre mon numéro RPPS. Ma chef, elle me dit, bah oui, note-le. Bah oui, enfin. J'étais pas. Donc, ouais, j'étais un peu embêtée. Alors, le problème là-dedans, c'est que donc depuis. Alors, je ne sais plus exactement depuis quelle année, mais maintenant, les cadeaux, normalement, supérieurs à 10 €, d'une valeur supérieure à 10 € sont interdits. Et surtout, il n'y a plus le droit de donner d'échantillons donc gratuitement. À des médecins, parce qu'avant, il faut imaginer que justement les oméprazoles, tout ça, le lansoprazole, des médecins pouvaient en avoir des échantillons donc, à donner aux patients. Là, maintenant, normalement, c'est interdit en France. Après, le lait, je ne connais pas spécifiquement, mais il me semble que c'est classifié différemment qu'un médicament. Donc, c'est comme les produits en dermatologie, des crèmes, etc. Pareil, c'est pas tout à fait, c'est pas des médicaments, donc ça ne tombe pas sous le coup de la loi, donc on peut en donner. C'est quoi le problème là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui ont des... Parce que finalement, on a du lait, il y a des patients qui en ont besoin, il y a des patients qui n'ont pas les moyens de s'acheter des laits justement qu'on leur préconise. C'est quoi le problème de leur en donner un petit peu, à votre avis? Si on leur donne ce lait-là, quand ils vont vouloir en racheter, ils vont racheter le même. Et donc, Surtout, c'est ce lait-là, c'est le lait du médecin. Enfin, c'est celui que le médecin a conseillé pour leur enfant. Enfin, ils n'ont pas trop les moyens, mais bon, c'est le lait qu'il lui faut. Alors que ça aurait pu être un lait concurrent sûrement, qui aurait peut-être été moins cher, sûrement d'ailleurs parce que si celui-là avait besoin de publicité, c'est peut-être pas forcément parce que c'était le moins cher. Donc vous voyez, ça peut créer des situations comme ça qui met finalement le patient dans une situation difficile, alors qu'au contraire, vous, à la base, c'était vraiment pour vous vous disiez, je vais signer, c'est vrai que la loi est mal foutue, parce que là, on pourrait s'en servir justement pour aider cette famille
qui luttent pour joindre les deux bouts, franchement, c'est bien qu'on peut leur donner du lait. Alors qu'en fait, à long terme, je ne suis pas sûr. Ouais. Il y a aussi le problème que Alexia de Nantes, pardon. Il y a aussi le problème que parfois c'est un peu organisé par nos chefs et les hôpitaux. Je vois sur mon stage d'urgence dans un périph', il y avait la petite dame de l'Arixtra qui venait voir tous les internes des urgences. Un jour où c'était organisé, les chefs nous avaient dit faut venir, il y a une formation. Tout le monde était là, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait rien à manger, mais voilà, c'était des trucs un peu informels. Elle s'était pointée aux urgences, elle était venue chercher chaque interne, et puis je l'ai vue 2 fois me dire moi je me souviens de toi, etc. Et il y a les chefs qui sont présents et qui nous disent après ouais c'est un labo, faut faire attention, mais en fait sur le coup c'est organisé par eux, c'est organisé par l'hôpital, et on est complètement coincé quoi. Il n'y a rien qui nous protège de ça en fait. C'est sous couvert d'une formation et on est obligé d'écouter tout le discours sur l'Arixtra c'est super bien, tu vas voir aux urgences, c'est top, c'est pratique. C'est pas faux, mais du coup on n'a pas les alternatives quoi. Donc voilà. Alors là, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a rien qui nous protège de ça. Et c'est à la fois vrai en pratique, mais c'est censé être faux, puisque normalement, ce qui est censé te protéger de la publicité, c'est la formation via l'université. Parce que normalement, si vous avez la formation adéquate, vous n'avez pas besoin d'avoir une pseudo-formation privée par des publicitaires. Donc il y a normalement, pour ça, donc, les doyens ont tous signé, je ne voudrais pas dire de bêtises sur l'année, mais c'était 2019 je crois, ou aux alentours, une charte dans laquelle ils s'engageaient à ce qu'il y ait déjà des formations à l'indépendance, et qu'en plus, donc l'idée générale de la charte, c'était aussi que les étudiants en médecine soient protégés de l'influence de l'industrie. Et malheureusement, je crois qu'en 2020, il y a une thèse qui a montré qu'il y a plus de 9 étudiants sur 10, toutes années confondues, qui ont déjà eu des contacts avec l'industrie du médicament pendant leur formation. Donc là, c'est ce que tu décris très bien. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont eu aucun contact pendant leur formation? Je crois que j'ai déjà posé la question, mais je ne vois pas de main qui se lève. Et voilà, on peut constater qu'effectivement, pour l'instant, c'est très dur à mettre en place, surtout dans les stages hospitaliers où il n'y a pas forcément de référents et où ils sont obligés, on leur impose des contraintes de formation. Ils n'ont pas forcément l'envie, ni le temps, ni les compétences pour la faire. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose de gratuit qui arrive. Donc eux, ça ne les motive pas vraiment. Mais normalement, ça devrait être interdit. Et normalement, vous devriez au moins avoir le droit de refuser. Ça serait un minimum. C'est pas toujours facile, ça, on l'a bien vu. Bonjour, Luna, je suis interne à Angers. Et j'ai un petit lien d'intérêt parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet quand j'étais à l'ANEMF pendant mon externat. Une des choses que j'ai un peu remarqué depuis la mise en place des lois anti-cadeaux et leur renforcement derrière, et les chartes signées par les doyens, c'est qu'on a un espèce d'entre-deux, où finalement c'est ce genre de situation là que vous avez illustré avec la petite scène. Même sans les cadeaux, elles existent toujours, et elles sont plus du tout surveillées, parce qu'il y a la loi anti-cadeaux et que de toute façon on est intouchable. Et ça, c'est vraiment moi ce que j'ai remarqué et que je trouve très dommage dans nos formations. Et ce qui serait le rempart, à mon avis, le plus efficace contre ça, c'est d'être formé à l'esprit critique un peu plus dans notre premier cycle et notre deuxième cycle. Et au troisième cycle aussi, mais de toute façon, c'est dans la répétition que ça peut marcher. Et donc, je ne sais pas si vous aussi, dans vos villes, vous avez remarqué ça, d'avoir des formations des fois par des labos, pas forcément de médicaments, mais de produits de santé ou de dérivés, de choses un peu floues d'entre-deux, qui nous font des formations. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, mais pourquoi est-ce que finalement une formation sur la nutrition, ça va être tel labo qui le fait, alors qu'il y a une diététicienne qui est là et qui en sait probablement plus, et que les informations qu'on me donne, finalement, c'est pas des choses qui révolutionnent la prise en charge de la nutrition de nos patients. Donc je ne sais pas si vous aussi vous êtes confrontés à ça et si vous avez des remparts à ça. Je sais que j'ai essayé au moins à Nantes à l'époque où j'étais externe de réinvestir les facs par rapport à cette charte qui est signée mais qui souvent en pratique n'est pas du tout appliquée et il y a très peu de réponses et de compréhension en fait de ce qu'il faut faire pour réaliser cette charte. Ne serait-ce que créer les commissions d'éthique et de déontologie qui sont prévues par cette charte, c'est compliqué. Donc les investir et en plus trouver des gens qui s'y connaissent sur le sujet, qui ne se mettent pas en porte-à-faux parce que c'est des hospitaliers et qu'à l'hôpital c'est quand même beaucoup plus compliqué de travailler sur ces sujets-là, et c'est très compliqué.
Donc à part sensibiliser et finalement discuter avec nos co-internes, nos co-externes à l'époque, qui reviennent nous voir en disant « Ah là, j'ai remarqué que je m'étais fait offrir un repas ». Et du coup, je m'y sensibilise. Finalement, il n'y a pas tellement d'autres solutions qu'on a trouvées. Là, c'est vrai qu'en tout cas, dans le cadre de cette présentation, on s'est surtout focalisé sur les solutions individuelles qu'on peut apporter chacun quand on est retrouvé confronté à ces situations, en partant du principe que pour l'instant, dans les faits, on était tous, enfin en tout cas, je considère qu'on est tous potentiellement sujets à se retrouver dans ce genre de situation. Donc là, nous, on a pris le parti là, dans cette présentation de ne faire que ça, parce que c'est vrai que voilà, après, il y aurait des alternatives. Enfin, on pourrait parler de ce qu'on pourrait faire au niveau, justement, quand je parlais des deux niveaux, le niveau général et le niveau personnel. Dans le niveau général, dans les hôpitaux, on pourrait imaginer que ça pourrait être des ateliers de formation qui se montent par l'hôpital, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire du temps, ça veut dire des moyens, ça veut dire un lien avec l'université probablement. C'est pas la priorité et ça l'est rarement. Et après, voilà, là, on part dans d'autres sujets, mais malheureusement, je pense que nous, là, en attendant que tout ça soit mis en place, ça glisse doucement, mais ça glisse quand même, j'ai l'impression, dans le bon sens quand même. Et en attendant tout ça, on pense qu'il faut au moins qu'on soit conscient de ces choses-là pour qu'au niveau individuel, on ait quelques armes pour y répondre. C'est ce qu'on vous proposait justement ce matin. J'avais un outil que moi j'ai déjà utilisé avec du coup mes co-externes, co-internes. Il y a un portail de transparence. Alors je ne sais plus si c'est la HAS ou si. C'est transparence.gouv. Comment? Transparence.gouv. Ouais, transparence.gouv. Et en fait, dessus, on peut voir tous les conflits d'intérêts qui ont été enregistrés. Donc, on peut voir, nous, qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau, repas, etc., quand on était externe, sur notre début d'internat. Et c'est sympa, bon, je l'ai fait en cours, par exemple, de le montrer à un copain. T'as vu, toi, quand je tape ton nom, il y a tout ça. Ah, toi, t'as vu tel labo, d'accord. Et puis, c'est où ton prochain stage? Ah bah ouais, le chef de service, tu veux pas qu'on regarde son nom? Et en fait... il y a juste une petite prise de conscience quand il y a une liste qui est super longue ou que c'est tout le temps le même nom de labo qui revient, voilà, comme ça au moins on est averti de là où on met les pieds, des choses comme ça. C'est à une échelle tout à fait individuelle, voilà, mais ça permet de l'avoir en tête quand on arrive en stage. Ensuite, vous avez le droit de dire non. C'est important, vous avez le droit de dire non, je ne souhaite pas assister à cette formation. Je souhaite que ce soit la fac qui l'organise, je ne souhaite pas que ce soit un laboratoire, je ne souhaite pas signer, je ne souhaite pas manger avec vous. Alors ensuite, si vous ne pouvez pas esquiver la formation, vous pouvez dire je ne mange pas ce que vous apportez, j'amène ma lunchbox. Ou si vous avez déjà mangé, vous vous êtes dit je paye ma part. Enfin, bon, je sais que nous, les internes n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais par la suite, vous en aurez peut-être un peu plus. Vous avez le droit de dire je paye ma part, mais du coup, ce n'est pas le labo qui a payé. Mais c'est important de pouvoir dire non, d'accord? Parfois de mettre les choses au clair avec le chef de service d'entrée de jeu dans le service. Alors, parfois on a peur de se faire mal voir ou autre, mais c'est aussi s'affirmer en tant que médecin. Je veux une formation de qualité pour moi, je ne veux pas que ce soit les labos qui le fassent pour moi. Et si ça se passe mal, parce que ça peut encore arriver, c'est là que les syndicats, les DMG, ils sont là pour ça. Oui, c'est important parce que là, Claire, tout de suite, dans la situation qu'on présentait, là, on avait volontairement grossi le trait avec repas, etc. C'était vraiment caricatural et voilà, c'était pour faire une situation comme ça. Mais on voyait bien qu'elle était gênée parce que c'est son chef, le sous-entendu, c'est lui qui va valider. C'est pas vrai. C'est partiellement vrai parce que c'est lui qui propose la validation ou l'invalidation. Au final, c'est toujours votre DMG qui va trancher quand il y aura alors, on ne veut pas vous mettre dans cette situation-là, attention, on sait bien que le plus simple, ça sera quand même de faire ce que Claire a fait, on en est conscient. Mais si jamais vous voulez dire non, il faut avoir en tête que, en réalité, le chef ne pourra pas vous invalider au motif que vous ne voulez pas participer à une formation sponsorisée. Ça, c'est un mythe. Après, on est conscient que malgré cette information-là, le chef, derrière, il va vous regarder bizarrement parce que, pour lui, soit vous êtes un original, soit vous êtes feignant, parce que vous n'avez pas envie de vous former. Enfin, c'est bête, mais viens prendre 1 heure pour te former. Non, j'ai pas envie. Il y en a, ils n'entendent que ça. Voilà. C'est des solutions, mais on est conscient que c'est pas aussi facile que ça. On ne veut pas vous dire c'est simple, dites non. Attention, d'accord? Ne vous mettez pas de toute façon en danger vous-même.
c'est pas grave de participer comme ça quand on se retrouve pris dans un traquenard. Tout ce qu'il faut, c'est rester le plus conscient possible du fait que c'est un traquenard. Est-ce que vous avez d'autres Je me permets, ouais. j'ai récupéré le micro en cours de route. Donc Mathieu, je suis René, ouais, je suis là. Juste, comment faire dans les situations où c'est pas possible de s'affranchir? Et je pense justement, moi j'ai signé une seule fois dans ma vie. Je suis le premier à laisser les gens dehors en cabinet, et très longtemps parfois. J'étais en service hospitalier et c'était pour une formation concernant les optiflots sur la période Covid. Et malheureusement, l'optiflow, quand personne dans le service ne sait le mettre, quand on en a besoin, on est content quand même que quelqu'un, et notamment le fabricant, puisse nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, est-ce que dans ces situations-là, très précises, il y a des alternatives? Dans les situations précises, comme tu dis, où tu peux pas faire... là, pour le coup, c'est technique. C'est pareil, il y a beaucoup ça aussi en chirurgie. Il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes déjà passé vous êtes déjà passé quand vous étiez externe, mais si vous avez déjà vu qu'en chirurgie, c'est encore plus prégnant que les optiflots. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans le bloc pour vous montrer toute la palette de ce que vous pouvez utiliser et comment vous en servir, etc. C'est un peu pareil avec les optiflots. Là, on se retrouve dans une situation où tu n'as pas d'alternative si tu veux te servir de l'optiflow. Ce qu'il faut, c'est en fait, faut voir en amont, faut vérifier en amont que tu as eu le choix entre les différentes. Alors là, c'est pas vraiment toi en tant que médecin généraliste qui va pouvoir le faire, c'est encore moins toi en tant qu'interne qui va pouvoir le faire. Là, je trouve ça juste curieux que tu aies dû signer. Il n'y a pas eu de contrepartie lors de la formation, il n'y a pas eu de. Non, c'était juste à l'issue de la formation. Voilà. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si on peut. Selon comment ça s'est passé, parfois on peut voir certains abus de position dominante parce qu'ils vont se servir du fait qu'il y a presque que eux sur le marché pour venir vous dire voilà comment on s'en sert et donc acheter mon produit parce que c'est ça. Mais si de base l'hôpital ou le service avait choisi ce produit-là, après moi je vois plus d'alternatives quand ça concerne vraiment les spécificités d'une machine particulièrement. Et je relance la question, est-ce qu'ils sont obligés de signer? Parce que ensuite, moi je l'ai déjà fait, c'est-à-dire que je signe un autre nom. Je signe le chef de service ou autre, et puis elle a vu que j'ai gribouillé un truc, j'écris très mal, exprès, normalement j'écris bien, mais du coup j'utilise ça, je m'en lave un peu les mains, je sais que c'est moyen, mais c'est une solution pour pas que ça apparaisse, quoi. De toute façon, tu voulais pas y assister, c'était à ton chef de service de le faire. Bon, je te laisse la responsabilité de ces suggestions. C'est vrai que si vous signez Michael Jackson, ça peut vous, enfin, au moins tu ne seras pas sur le. Après, je sais, il y a des gens aussi qui vous demandent de signer simplement parce que, alors justement, peut-être que tu peux demander sans avoir forcément de certitude sur la qualité de la réponse, mais à quoi va servir ta signature? Là, par exemple, je suis pas sûr que c'est été pour te mettre sur transparence.gouv. Je sais pas si tu as vérifié, mais je crois, et c'est à vérifier, que lorsqu'on vous demande des signatures après les repas, là, c'est pour vous mettre sur la base de données parce que vous avez reçu une contrepartie. Là, en l'occurrence, c'était peut-être simplement pour qu'il prouve à son chef qu'il t'avait fait la formation. Une signature ne veut pas toujours dire la même chose, il y a aussi ça aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Julien de Strasbourg. Et tout à l'heure, vous disiez que les prix des congrès étaient parfois artificiellement augmentés. Gonflé, est-ce qu'il y a des censeurs, enfin des mecs qui vérifient que les prix sont pas abusifs pour les petits fours, l'alcool, pour qu'un maximum de personnes puissent participer en se passant des laboratoires par exemple, en payant soi-même? Alors là, aucune idée, je ne suis pas inspecteur. Tout ce qu'on sait, nous, à l'ISNAR IMG, c'est qu'il est possible de faire des congrès où l'inscription est gratuite en gérant bien les partenaires et en les gérant suffisamment pour avoir donc des liens et des conflits d'intérêts avec ces partenaires sans pour autant en avoir de laboratoire parmi eux. Donc ça nous paraît, de manière subjective et sans connaître le détail de certains congrès, curieux de voir que certains ne peuvent pas faire autrement que de faire payer des sommes astronomiques malgré des partenaires bien connus et qui ont les moyens de subventionner des congrès. C'est en ça qu'on peut se demander, après, voilà, là j'ai pas d'études, j'ai pas de preuves, j'ai juste l'expérience d'anciens membres du bureau de l'ISNAR IMG.
qui constate que organiser un congrès sur 2 jours gratuitement, c'est possible. Pas gratuitement, en tout cas sans frais d'inscription, c'est possible. Mais et voilà, quand on voit après les congrès qui sont organisés avec le nombre de partenaires, dont les labos souvent, on se demande pourquoi après certains prix sont élevés. Mais là, j'avoue que oui, c'est pas une... Et comme je te dis, je suis pas contrôleur, donc je peux pas savoir exactement si les petits fours sont artificiellement augmentés. Ça, c'est vrai. Ok, merci. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un... je sais pas quelle heure Hop. Oui, oui, on a le temps. Oui, merci Claire, hein, on peut encore l'applaudir parce que c'était super. Est-ce que quelqu'un est chaud pour faire une deuxième mise en situation? Oh si, quand même. Pour passer en deuxième, normalement, c'est facile. Bah, allez, ouais, super. Merci. Donc là, pareil, tu es interne en premier semestre. Tu te retrouves donc avec ton Prat. Et voilà, donc c'est l'une des premières semaines. Donc déjà, on peut te demander de te présenter. Ouais, en vrai, ouais, je suis à Strasbourg en médecine générale. Ouais. Et en premier semestre. Premier semestre, tu es en Prat. Ah bah c'est parfait. Donc tu es dans ton rôle, c'est parfait. Et je te laisse avec ton Prat. Alors, du coup, on est sur le coup de midi. D'accord. Alors, il y a 2 salles séparées et du coup, je t'alpague juste après la fin de la matinée. D'accord. Tu peux enlever ton prénom? Julien. Julien, excuse-moi. Julien, ça va? Ça s'est bien passé ce matin? Ouais, il y avait 2-3 patients, j'ai pas su trop quoi y répondre, mais ça va. D'accord. Ben, on pourra débriefer. Par contre, le débrief, il va se terminer un petit peu plus tôt. D'habitude, on fait 13h, 14h, mais là, on va faire 13h, 13h30. Okay. Parce que j'ai une visite Non, je vais peut-être pas visite à domicile, j'ai 2 urgences qui vont arriver. Je vais te laisser voir le visiteur médical à ma place. D'accord. C'est un ami à moi, il va peut-être t'apporter 2-3 trucs, je sais pas, des croissants, des trucs comme ça, et il va te présenter un produit, ça te dérange pas? Ben, j'ai été sensibilisé au congrès ISNAR IMG, Alors, je suis un peu réticent. Non, mais du coup, tu peux l'accepter, de toute façon, il va venir. Ouais, mais j'ai pas très faim. Bah, t'es pas obligé de manger, mais tu l'écouteras, ça marche. D'accord, mais je serais peut-être un peu fatigué, j'en ai eu plein le crâne là ce matin. Bah justement, tu dormiras devant lui, c'est parfait. D'accord. Du coup, moi je serai juste à côté, si t'as un souci, tu me demanderas. D'accord. Ah oui, il y a des urgences. Ouais. Ça marche? Ouais. Allez, à toutes, merci. D'accord. Bonjour. Bonjour. Donc Julien, c'est ça? Oui, vous êtes visiteur médical, c'est ça? Ouais, moi c'est Mathieu, c'est ça. Tu penses que Pierre a dû te parler de moi? Oui, il a dit qu'il était ami avec vous. Ouais. Vous avez fait quoi ensemble pour être amis du coup? Ah bah ça fait un moment qu'on se connaît déjà. Hein. Ça fait une petite dizaine d'années. Je le connais bien, je connais aussi sa femme. Et vous faites du sport? Ouais, sport non, pas vraiment, parce que c'est pas. Tu lui dis pas, mais c'est pas des grands sportifs. Voilà. Mais c'est bizarre avec un corps pareil. Pardon? Non, mais vous êtes. Oui, ouais, vous vous présentez bien. Hein. Ouais, bon, bah, écoute, c'est sûr. T'es sympa, toi? Ouais. J'étais visiteur médical avant. Voilà. Non, je rigole. D'accord, bah cool. Ça t'intéresse là, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire Medjay, toi? En fait, j'hésitais cet été entre 3 spécialités. Ouais. Et puis je me suis rappelé que c'était en Medjay que je me sentais le mieux. D'accord, c'était quoi les autres spé? Cardiologie et chirurgie vasculaire. D'accord, oui, donc tu étais très... ok, ça marche. Ah, donc tu es bien à jour sur les recos, sur tout ce qui est statine et tout, parce que cardio, tu devais bien connaître. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu fais habituellement, toi, en prévention primaire? Du vélo, pas mal. Ouais, c'est super important, t'as raison. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Il est bon, hein.
Ok, moi je voulais te parler de la nouvelle Statix. C'est comme ça qu'on va Elle est l'appeler. fabriquée où Là, pour la fabriquer, je sais pas. Enfin, là, les composants, tu sais, maintenant, c'est assez délocalisé. Mais en tout cas, c'est le laboratoire, c'est nous, c'est Sanofi. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est nous qui l'avons trouvé. Donc en plus, c'est français. Pour une statine, ça va être pas mal parce qu'en plus, tu sais bien que bon, il n'y a pas que la prévention primaire, il y a le secondaire après. Et les statines, bon, Quand on a fait un infarctus. ça montre un intérêt. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est pas à quelqu'un qui veut les faire cardio que je vais l'apprendre. Mais voilà, donc tu sais que ça a plein d'intérêts, en primaire un peu, en secondaire surtout. Et du coup, il y a plein d'effets indésirables. Et là, celle-là, dans les effets, dans les études qu'on a menées, il y en a beaucoup moins, tu verras. Enfin, tout ce qui est même rhabdomyolyse, tout ça. Enfin, il y en a énormément moins. Donc, vous avez fait une étude comparative randomisée en double aveugle avec un effectif important. Il y a tout dessus. Après, il n'y a pas tellement de monde que ça. Non, après c'est plus la liste, des effets, ce qu'on a dû déclarer, le résumé des caractéristiques du produit, comme on dit, quoi. Mais après, tu verras, il y a tout dedans, de toute façon, tous les effets indésirables ils sont listés. Ça, de toute façon, on peut pas. Mais je le lirai pas du coup autant que vous me le disiez, parce que j'ai pas trop le temps. Ah, tu liras pas? Non, c'est écrit en petit. Mais c'est important de se former quand même. Bah oui, mais vous êtes là pour m'informer aussi. Bah oui, justement, mais je veux dire, la formation. Faut pas donner une information à moitié. De toute façon, j'ai pas le droit. Bah voilà. Là, moi, l'information que je te donne, tu pourras vérifier. Tout est dedans. Je vois que la confiance n'a pas l'air de s'établir de manière correcte, mais t'inquiète pas, c'est quelque chose, c'est normal et c'est tout à ton honneur parce que ton premier intérêt, ça doit être celui des patients. Mais t'inquiète pas, de toute façon, moi, j'ai pas le droit de te dire quoi que ce soit qui soit faux. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais te dire. Vous n'avez pas le droit d'omettre des choses aussi. Ah bah non, mais après, voilà, tu demanderas à Pierre si tu veux, il doit être à côté. J'ai une demi-heure. Vous pouvez me parler de tous les effets indésirables, il vous reste un quart d'heure. Ouais, bien sûr. Les effets indésirables, après, c'est les effets de toute statine, on va tous les retrouver. C'est juste qu'ils vont être beaucoup moins importants, notamment, je te dis, les douleurs musculaires, dans l'étude qu'on a menée et dont les détails sont au dos de la plaquette, là, tu vas pouvoir tous les retrouver. Il y en a beaucoup moins. Ça a l'air, déjà, on va regarder, on va faire la première étude pilote là, sur la prévention primaire, et a priori, ça a l'air de marcher du tonnerre aussi. Tu vois bien que voilà, les recommandations sont ce qu'elles sont, mais on se doute que c'est quelque chose qui fonctionne après en secondaire sur l'infarctus. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en prévention avant. Ça, les études sont en cours, tu verras. Enfin, on en reparlera après. Si vous voulez. Voilà, en attendant, voilà, ça me fait plaisir de te rencontrer et on se repasserait de temps en temps. T'inquiète pas, il faut que tu te détendes. Je sais que c'est ton premier semestre, voilà, mais la formation, c'est quelque chose de super important. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. T'as terminé le CN et maintenant, ça va être beaucoup plus difficile, tu sais, quand tu es en plus isolé en cabinet comme Pierre, là, il est bien content d'avoir. Il m'encadre bien. Ouais, mais justement, il est bien content d'avoir été formé toute sa vie en cabinet, parce que la fac, pour lui, c'est loin. Donc heureusement qu'il avait des gens qui venaient lui donner les infos. Bon, allez, je te laisse. Ouais. Je vais devoir aller voir justement le cabinet à 20 km. Alors, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. T'inquiète pas, la prochaine fois, si tu veux, je te ramènerai les détails des études, parce que je vois que ça t'intéresse, je peux tout te ramener. De toute façon, si tu me le demandes, je suis obligé. Donc, je te ramènerai tout jeudi. On se dit à jeudi, du coup. Ça marche. Il sera peut-être là, mon prat, il sera. Ah, mais tu m'as demandé les études, il faut bien que je te les explique. Je te préparerai un diapo. Allez, puis on se mangera un petit truc en même temps, parce que c'est un peu chiant. Je fais attention allez, à salut. Ligne pour pas avoir de lipides dans le sang. Merci Julien. Bravo, franchement bravo. Qu'est-ce que t'en as pensé? Au début, j'ai vu tout à l'heure que le visiteur médical brossait dans le sens du poil l'interne. Du coup, j'ai voulu faire l'inverse. T'as voulu être con, ouais, c'est bien. Et puis ensuite, il prétendait que la nouvelle statine était avec moins d'effets indésirables que les autres, mais j'aurais dû lui demander, ça fait combien de temps qu'elle est sortie? Est-ce que vous avez assez de recul pour... Ouais. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie, je t'aurais dit qu'il n'y avait pas encore... Non, c'est juste les études, mais les études, elles sont super. Non, mais en vrai, c'était... Enfin, voilà, là, c'est super que vous ayez fait deux stratégies différentes, parce que là, franchement, t'as tout fait pour me mettre mal à l'aise. Enfin, je pense que tu n'aurais pas pu aller beaucoup plus loin en restant dans les limites de la politesse que t'imposait le terrain de stage. Je crois que tu l'as un peu dépassé, d'ailleurs. Mais... Alors, je rappelle qu'on n'est pas obligé d'être poli. On peut dire non.
Et que parfois, en étant poli, en fait, on s'enferme nous-mêmes dans des... Là, comme Claire tout à l'heure, elle n'allait pas dire non, du coup, elle a dit oui, et donc elle s'y est retrouvée, etc. Et même quand on essaie d'être frontal, comme Julien, c'est compliqué, parce que derrière, je vous ai dit, les gens, ils sont formés pour, de toute façon, ne pas se laisser faire, et pour eux, rester toujours avec le sourire, toujours vous dire que vous avez raison. Je t'ai jamais... Enfin, je pense t'avoir... Voilà, je pense pas t'avoir contredit. T'as toujours raison, même quand tu me dis que c'est nul. Moi, je te dis oui, c'est nul, mais pas du tout. Et donc, c'est d'autant plus déstabilisant parce qu'en plus, si vous essayez d'argumenter, ça va être d'autant plus facile pour moi de mettre un pied dans la porte, ce qui va me permettre de revenir la semaine prochaine avec des crevettes. Donc, c'est super important de... En fait, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, il n'y a pas de bonne solution de toute manière. Vous avez beau être aussi désagréable que vous le pouvez. C'est de toute façon presque perdu d'avance. Après, là, je ne pense pas que je l'ai convaincu de quoi que ce soit. Le visiteur médical, il en est conscient, il fait juste son taf. Après, toi, derrière, tu as juste été là parce que ton prêtre l'a demandé. Bon. Alors, je vais apporter peut-être une petite nuance, c'est que maintenant, tu as entendu parler de Statix. Ouais. Tu as entendu parler de Statix, donc peut-être que tu vas regarder les études et peut-être que tu vas dire elles sont pas si mal. Alors qu'avant, peut-être que tu l'aurais pas vu, tu l'aurais pas prescrit. C'est comme j'ai vu un reportage à la télé sur Donald Trump, il avait fait The Apprentice à la télé, et le simple fait que les gens l'aient vu à la télé, qu'ils le connaissent, pas forcément qu'ils adhèrent à ses propos, bon, ça... Au moins, ça crée un sentiment de familiarité. Ouais. Et c'est pour ça qu'il associe des post-it parfois, des stylos, le petit porte-coton à l'effigie du médicament. C'est parce que c'est pas ça qui va faire que vous allez prescrire, forcément. Mais comme l'a dit Julien, vous l'avez vu, vous l'avez déjà connu. Vous allez peut-être pas forcément l'adopter, mais vous allez au moins le prendre en considération. Bon, là, vu la réaction épidermique de Julien, franchement, je suis pas sûr que ce soit lui qui est... Voilà. Dans ce cas précis, là... Je suis pas sûr. Là, on a l'air d'être face à quelqu'un qui était de toute façon réfractaire. Mais dans la plupart des cas où la personne va venir et va recevoir juste de l'indifférence face à elle, parce que souvent ça va être ça, les gens, ils n'ont pas trop le temps de toute façon. Je reçois le visiteur, j'y fais pas trop attention, de toute façon, ça m'intéresse pas. Ouais, mais au final, je vais garder la petite plaquette quelque part, le petit post-it, parce que c'est toujours pratique de noter quelque chose sur le bureau pour le secrétaire. Bon, il y avait autre chose que tu voulais... Il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir sur la situation, sur l'entretien? Ça va pour moi. En tout cas, merci, tu peux... Est-ce qu'il y en a qui auraient réagi différemment? Enfin, je pense que oui, mais... Je pense qu'on refusait juste... ça me paraît accessible, je suis prête de dire, en fait, non, Autant à l'hôpital, en service, ça paraît hyper compliqué de ne pas aller au staff qui se passe tous les mois, machin. Chez le Prat, ça me paraît assez accessible de dire, en fait, juste non. Et puis, de toute façon, s'il connaît bien, il connaît le cabinet, il sera à l'aise tout seul. Mais sinon, non, je pensais à une des stratégies que tu as utilisées, à un peu culpabiliser l'interne. Non, mais c'est important de se former. Et ça, je pense que c'est difficile de se sortir de cette posture de dire, en fait, non, ça ne m'intéresse pas de connaître les nouveautés, de connaître les... Et sur ça, je ne vois pas trop quelle stratégie adopter pour le... Merci, mais j'ai d'autres moyens de formation. Je suis abonné à telle revue, je vais voir tel congrès, je fais telle formation continue. Il y a différents types de formations. Et là, ce qu'il faut retenir à propos de cette... Moi, je n'appelle pas ça de la formation, j'appelle ça de la publicité, mais de ce que eux vont vous décrire comme de la formation, c'est qu'il y a deux choses super importantes sur ces entretiens, c'est qu'ils sont spontanés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de démarche à faire, il ne faut pas s'inscrire, il ne faut pas réserver un week-end, il ne faut pas prendre le temps de transport, etc. C'est spontané et c'est gratuit. Il n'y a pas à payer l'abonnement, il n'y a pas à payer donc, du coup, le transport, etc. C'est les deux choses sur lesquelles ils vont s'appuyer, c'est-à-dire que « Ah oui, mais de toute façon, vous n'avez pas le temps. Ah oui, mais de toute façon, c'est plus simple quand ça vient à vous, parce que en plus avec la situation, il n'y a plus beaucoup de médecins, ma pauvre dame. Sinon, le temps que vous allez aller en congrès pendant les 2 jours, qui c'est qui va s'occuper de voir vos patients? Et donc c'est à ça qu'il va falloir faire attention, parce que ça, du coup, derrière, il faut trouver quoi répondre. Mais au final, il y a toujours moyen de répondre à ça. Et d'autant plus si tu commences par dire que la formation, c'est... Voilà. Là, on n'est pas allé sur le terrain du... tu aurais pu me dire, oui, mais cette information-là, elle est biaisée parce que vous êtes un labo.
Et je vous déconseille d'utiliser cet argument parce qu'ils auront 1000 façons de vous dire que de toute façon ils sont obligés de vous dire la vérité, rien que la vérité, mais peut-être pas toute la vérité. Et ils trouveront un moyen de vous assurer qu'ils sont des interlocuteurs fiables. Donc peut-être pas trop s'aventurer sur ce terrain-là. Par contre, dire que tu as d'autres moyens de formation, mais à chaque fois ils te diront « mais oui, c'est très bien, c'est parfait ». Mais je ne suis pas sûr que ça, il l'ait encore publié parce que c'est tout nouveau, tu vois. Donc, de toute façon, ils trouveront un moyen de rester. Ensuite, tu as parfaitement raison, tu peux répondre non. C'est-à-dire que tu peux dire à ton maître de stage je ne veux pas avoir de visiteurs médicaux. Tu peux le dire d'emblée au début du stage, au plein milieu, peu importe, mais tu dis moi je ne les reçois pas, je suis comme ça, je préfère me former sur voilà, exercer, prescrire, compagnie, ou dire sinon tu trouves d'autres excuses, mais tu peux ne pas te laisser embrigader. Je vais dire médicalement geek, je dois appeler ma mère, il y a des excuses qui sont meilleures que d'autres. Voilà. Ensuite, tu n'es pas obligé de lui ouvrir la porte. Moi j'en ai fait attendre 2-3 heures jusqu'à ce qu'il se casse. Ça marche aussi. Ils sont vénères après, tu as ton maître de stage qui te dit, tu fais oui mais moi non. Voilà. Ça marche plutôt bien. Voilà. Il y a des méthodes plus diplomatiques que d'autres, mais parfois on a vu que la diplomatie effectivement c'était compliqué. Donc après à vous de trouver ce qui va ne pas vous mettre en difficulté, c'est très important. Vous serez de toute façon mal à l'aise, mais évitez les situations dans lesquelles vous serez frontalement mis en difficulté vis-à-vis de notamment là, pendant que vous êtes interne, de votre maître de stage, parce que même si on a vu que ce n'était pas lui qui décidait vraiment de vous invalider ou pas, concrètement, vous n'avez pas envie de passer les 6 prochains mois avec un maître de stage qui vous prend pour un feignant ou pour quelqu'un d'irrespectueux. Il y en a certains, ça ne les dérange pas, mais... Ensuite, s'il vous traite de fainéant juste à cause de ça, c'est que de base, il a une mauvaise considération de vous. Donc, vous vous en foutez de son avis. Mais c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est dur quand même, parce qu'une fois, quand on est chez le Pratt et qu'en fait on suit Pratt parce qu'on est en premier semestre et que du coup il est là, de toute façon il est là. Et en plus, on a l'impression que d'un coup, en fait, moi je me disais c'est nul, j'écoute pas, et d'un coup ça fait des rappels de cours et c'est affreux d'être coincé là-dedans parce que tu te dis mais ah oui, t'as l'impression d'apprendre quelque chose quoi une fois que tu y es. Et c'est hyper coinçant. Et il y a un autre truc qui est très dur aussi, c'est quand ils te donnent les plaquettes que t'as pas du tout envie d'avoir parce que tu sais que tu vas les jeter et que t'as pas envie de jeter des trucs. Enfin, t'as envie de les jeter, ouais, mais t'as envie de dire mais j'ai pas envie qu'il y ait des déchets chez moi. Et c'est dur de dire non. Quand on te les donne dans la main. C'est dur surtout si tu t'amènes dans une situation où tu étais presque en train de lui demander. Comme on a vu avec Julien, c'est oui, mais est-ce qu'il y a des études et tout? Là, tu peux plus refuser, parce que quand on te les donne, c'est pour rester cohérent, il joue sur ça. Et tu demandes quelque chose, si on te le donne, tu peux pas dire non. Donc tout ça, à la limite, il y a moyen de se dire que c'est pas vous qui l'avez jeté, hein. C'est lui qui de toute façon n'a pas tenu en compte du fait. C'est plutôt de la rationalisation a posteriori, mais de toute façon, si c'est lui qui a refusé de ne pas vous le donner, c'est de sa faute à lui, pas de la vôtre. Il ne faut pas culpabiliser de jeter ça à la poubelle. Ensuite, à partir du moment où il est créé, c'est un déchet. Donc, tu ne peux pas te sentir responsable de ça, c'est pas toi qui l'as créé ce truc. Merci Pierre. Bonjour, moi j'ai une question, peut-être que vous en avez parlé, et peut-être que je devrais être au courant, mais c'est quoi exactement la loi du coup sur les visiteurs médicaux par rapport aux étudiants? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les voir? Est-ce que c'est s'ils viennent et que notre chef de service nous l'impose, est-ce que c'est contre la loi? Je sais pas. Ils n'ont pas le droit de t'offrir quelque chose. Et c'est pour ça que maintenant, dans les pseudo-formations là dont on a parlé tout à l'heure, aux urgences ou autres, avec je ne sais plus ce qu'on a cité comme médicament, mais on a tous des exemples. Maintenant, c'est vrai qu'on retrouve de moins en moins de repas. Là, moi, j'aurais des exemples, des épiphénomènes comme ça, où il y en a toujours qui sont proposés, mais normalement, maintenant, c'est interdit. Après, tout ce qui est interdiction sur les lieux à ma connaissance, c'est pas interdit au niveau national de proposer aux étudiants une pseudo-formation par un publicitaire. En revanche, normalement,
vu que les doyens ont signé la charte, c'est l'université, la faculté de médecine en l'occurrence, qui doit, elle, mettre en place des garde-fous pour vous éviter de vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas dire non. Donc ce n'est pas interdit, mais c'est normalement, éthiquement, au niveau de la fac, c'est quelque chose qui ne devrait plus se faire. On a du mal, après, notamment sur les terrains de stage, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse là, au deuxième niveau, au niveau national, plutôt, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, à notre sens, normal encore, qu'on puisse encore proposer à des internes de recevoir, et même parfois les obliger, de manière plus ou moins flagrante, à recevoir de la publicité, mais ce n'est pas encore interdit de recevoir. Par contre, normalement, éthiquement, que quelqu'un te force à assister à cette présentation, ça, tu as moyen de te défendre et normalement, ta fac devrait être derrière toi si tu dis que c'est pas normal et que c'est juste sur ce point que tu étais en désaccord avec ton praticien. J'ai une autre question, plus pour plus tard, pas vraiment quand on est interne, mais mettons, on s'installe en libéral, on a notre cabinet, on ne veut pas recevoir de visiteurs médicaux, mais franchement, des fois, c'est compliqué. Enfin, ils poireautent dans le couloir, ils restent, ils bloquent le passage avec d'autres patients, on leur dit de se casser, ils attendent quand même que nos consultes soient finies pour revenir nous voir, parfois même jusqu'à la salle de pause. On a quelque chose contre ça pour leur interdire l'accès à nos cabinets si on ne veut pas qu'ils... La solution de Pierre. En fait, tu as juste la lassitude. Franchement, c'est vrai que là, quand on est interne, ça peut nous paraître quelque chose d'insurmontable parce que derrière, le plus important, finalement, ça va être le maître de stage. Parce qu'il sait que de toute façon, les portes sont ouvertes et que s'il insiste suffisamment, le maître de stage te fera des réflexions. Quand toi, tu finiras par dire non à chaque fois, au bout d'un moment, enfin il suffit de voir avec les médecins qui sont en forme indep justement et qui le font, au bout d'un moment ils se lassent et puis ils savent que de toute façon c'est plus utile d'aller attendre 3 heures dans ta salle d'attente, que tu ne les recevras pas, que tu diras non merci. Et si tu te feras avoir une ou deux fois peut-être, après tu arriveras à dire non, et puis même à dire à la secrétaire simplement non. Enfin, là il y a des patients, la salle d'attente est interdite. Il y a moyen de toi, en fonction où tu exerces, mais tu dois pouvoir restreindre l'accès. Enfin, tu ne vas pas accepter n'importe qui, n'importe où. Tu peux invoquer, je ne sais pas, après il y a le secret médical, tu peux dire il n'y a que mes patients qui ont le droit de venir dans ma salle d'attente et leurs accompagnants. Ou raison Covid. Ça a servi à beaucoup de choses, pourquoi pas à ça. Toi, tu peux, quand tu es vraiment installé, il y a moyen après de trouver des solutions. Et franchement, pour voir d'expérience les médecins qui le font, ça prend un petit moment, mais pas si longtemps que ça, parce qu'au final, ils se passent le mot et ils vont finir par te laisser tranquille. Ce qui sera délétère pour ta formation. Est-ce qu'il y avait une dernière question peut-être ? Bon, et ben en tout cas, franchement, je tenais à vous remercier beaucoup pour votre participation. C'était super d'être en petit groupe comme ça et d'avoir encore merci à Claire et Julien aussi, bravo à eux d'avoir voulu se prêter au jeu. J'espère que vous avez trouvé, du coup, si ce n'est toutes les réponses, au moins quelques outils pour votre pratique en tant qu'interne, mais puis surtout, bien sûr, dans votre pratique future. Et si vous avez des questions, c'est un sujet qu'on aime beaucoup à l'ISNER IMG et particulièrement Pierre et moi, donc n'hésitez surtout pas, on va rester là pendant la pause. Et là, du coup, la pause, donc il est bientôt 10h30. Il y a une pause jusqu'à 11h et ça sera sur... il y aura un flash actu, je crois, sur les négociations conventionnelles dans le grand amphi à 11h. Voilà. Et sinon, vous avez aussi les attestations peut-être à faire signer sur le stand. À la pause, et donc vous pouvez y retourner. Voilà, encore merci beaucoup pour votre participation. C'était super de voir ce matin en post-gala aussi réveillé, aussi intéressé. Oui. Et bonne fin de congrès à vous.